Mon mari m'a jeté hors de la maison pour la femme vie laquelle il me trompait. Il a oublié que cette maison et l'entreprise m'appartenaient. Regardez comment je le mets à la rue en 48 heures. Dans le silence du vaste salon, le bruit de quelque chose que l'on jetait a résonné comme un coup de feu. Une grande enveloppe Kraft a atterri brutalement sur la table basse en marbre italien. Elle a glissé sur une courte distance, cognant contre le vase en cristal contenant les lys blancs que j'avais moi-même disposés ce matin-là. Signe ça maintenant, James Harrison se tenait là. Sa respiration était lourde. Son visage était rougeau, non pas de honte, mais d'une fureur qu'il se sentait en droit de déchaîner. Les manches du costume Armani que je lui avais acheté pour son anniversaire le mois dernier étaient légèrement froissées, signe qu'il avait évacué ses émotions ailleurs avant de rentrer à la maison. J'ai posé lentement ma tasse de thé Earl Grey. Le tintement délicat de la porcelaine contre la soucoupe contrastait vivement avec l'attitude violente de mon mari. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'enveloppe. Les papiers du divorce ? Ma voix était atone. Pas seulement les papiers du divorce, Catherine. C'est ton billet aller simple pour sortir de cet enfer de mariage, a lancé James. Il a desserré sa cravate d'un coup sec. J'en ai assez. Assez de ta froideur. De la façon dont tu tiens cette maison comme un musée. Et surtout, j'ai trouvé quelqu'un qui me respecte vraiment en tant qu'homme. Je n'étais pas surprise. Bien sûr, il y avait une autre femme. Le parfum bon marché à la vanille qui collait à ses costumes lorsqu'il franchissait la porte d'entrée depuis 2 mois m'avait déjà alerté. Elle s'appelle Amber, a continué James comme s'il avait lu dans mes pensées ou s'il voulait remuer le couteau dans la plaie. Et elle a besoin de sécurité, alors ceci est sa sécurité. Je veux que tu sortes de cette maison. Il s'est penché en avant, posant ses 2 mains sur la table en marbre, me fixant avec un regard menaçant qui semblait emprunté à un film de gangster. Je te donne 48 heures, Catherine. 48 heures pour emballer tes affaires personnelles, vêtements, maquillage, peu importe. Mais les meubles, les peintures et cette maison sont à moi. Ma nouvelle fiancée, Amber, mérite cette maison. Elle veut redécorer la semaine prochaine. J'ai jeté un coup d'œil autour du salon, au plafond de 6 mètres, au lustre en cristal de Baccarat et au sol en marbre spécialement importé de Toscane. James pensait que cette maison était la sienne parce que, pendant les 5 dernières années de notre mariage, je l'avais laissé croire qu'il était le roi de ce château. J'avais laissé son ego grandir, l'arrosant de compliments et de petits mensonges disant que son salaire de PDG suffisait à maintenir notre train de vie. La vérité était que le salaire de James couvrait à peine les taxes foncières de ce Penthouse. James, ma voix était douce mais froide. Veux-tu vraiment faire ça? Me mettre dehors en 48 heures? Bien sûr, a-t-il répondu avec arrogance. Ne pense même pas à un arrangement. L'entreprise se porte à merveille grâce à mon sang et à ma sueur, et j'ai payé pour cette maison chaque mois depuis notre compte joint. Tu n'es qu'une femme au foyer qui a eu de la chance d'épouser un homme qui a réussi. Alors, signe, fais tes bagages et sors. Sinon, j'appellerai la sécurité de l'immeuble pour te faire expulser dans 2 jours. Je l'ai regardé. Il y avait une satisfaction cruelle dans ses yeux. Il savourait ce moment. Il sentait qu'il avait le pouvoir, qu'il avait gagné. Lentement, les coins de mes lèvres se sont étirés vers le haut. Ce n'était pas un sourire de peur ou de tristesse. C'était le léger sourire d'un joueur d'échecs qui voit son adversaire déplacer sa reine sur la mauvaise case, ouvrant la voie à l'échec et mat. D'accord, ai-je répondu calmement. J'accepte. 48 heures. C'est plus qu'il n'en faut. James a ricané, pensant que j'avais capitulé. Il ne savait pas que dans les prochaines 48 heures, je ne ferais pas que quitter cette maison. Je m'assurerai qu'au moment où je franchirai cette porte, il ne resterait plus un seul toit au-dessus de la tête de James dans tout New York. Bien. Je dormirai dans la chambre d'amis ce soir. Amber arrive bientôt pour voir sa nouvelle maison. James s'est détourné et est parti, me laissant seul avec les papiers du divorce. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge de grand-père ancienne dans le coin. 47 heures et 50 minutes restantes. Le jeu avait commencé. 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. James était sous la douche. Je pouvais entendre l'eau couler à l'étage. À pas feutrés, j'ai ouvert la lourde porte en bois conçue sur mesure. Sur le seuil se tenait une jeune femme, probablement au milieu de la vingtaine. Elle était jolie, je lui accorde cela. Des cheveux blonds parfaitement bruchés, une robe rouge moulante un peu trop décolletée pour une visite en journée. Elle m'a dévisagé de haut en bas,
ses yeux scrutant mon apparence, vêtu d'une simple robe de chambre en soie sans aucun bijou tape à accent grave l'œil. Tu es la bonne? Oh, attends. Tu dois être Catherine. Sa voix était aiguë et pleine de dédain. Et vous devez être Amber, ai-je répondu, ouvrant la porte un peu plus largement. Je vous en prie, entrez. Amber est entrée sans demander, ses talons au claquant sèchement sur le marbre. Elle a immédiatement regardé autour d'elle, ses yeux brillants d'avidité devant l'opulence de notre hall d'entrée. Waouh, a-t-elle murmuré, avant de renifler. Un peu démodé. Trop de beige et d'or. Ça fait vulgaire. Quand j'emménagerai, je changerai tout pour un style industriel minimaliste plus moderne. Elle a désigné une grande peinture abstraite sur le mur. C'était une étude originale de Rothko valant autant que deux des voitures de luxe de James. C'est vraiment laid. Ça devra disparaître. J'ai refermé la porte doucement, réfrénant mes émotions. Désirez-vous quelque chose à boire, mademoiselle Amber? Un café glacé, sans sucre, a-t-elle ordonné sans même me regarder, comme si j'étais une serveuse dans un café. Elle s'est dirigée vers le salon, touchant notre canapé en cuir italien avec des mains couvertes de bagues de pacotille. Je suis allé à la cuisine. Là, Madame Gable, notre fidèle gouvernante qui travaillait pour ma famille depuis que j'étais enfant, me regardait avec les yeux pleins de larmes. Elle avait dû surprendre l'altercation précédente. Madame, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Monsieur. Monsieur va trop loin. Chut. J'ai posé un doigt sur mes lèvres. Pas de larmes. Préparez un café glacé pour notre invité et activez toutes les caméras de sécurité de la maison en mode enregistrement audio haute définition dès maintenant. Les yeux de Madame Gable se sont agrandis un instant, puis, essuyant ses larmes, elle a hoché la tête avec détermination. Elle savait que lorsque je donnais des instructions spécifiques, je préparais quelque chose. Je suis retourné au salon avec un plateau portant le café glacé et quelques collations. À ce moment-là, James descendait les escaliers. Ses cheveux étaient humides et il portait un polo confortable. Son visage s'est éclairé en voyant Amber. « Bébé » s'est exclamé James, ouvrant les bras. Amber a couru vers lui et s'est jetée dans ses bras. Juste devant moi, ai-je pensé. James, la maison est immense, mais les goûts sont si vieux jeu. Nous devrons tout rénover. Tout ce que tu voudras, mon amour, a dit James en lui baisant le front. Il a jeté un regard vers moi. Son regard était froid. Catherine, ne reste pas là. Laisse les boissons et monte dans ta chambre. Nous avons besoin d'intimité. J'ai posé le plateau avec précaution sur la table. Amber a pris son verre, a bu une gorgée et a grincé des dents. Un peu amère, mais peu importe. Elle s'est assise sur les genoux de mon mari sur un fauteuil, parlant avec une voix de bébé. Quand les papiers seront-ils prêts? Je veux organiser une pendaison de crémaillère bientôt. Mes amies seront tellement jalouses. Elle sera partie après-demain, a répondu James nonchalamment, sa main autour de la taille d'Amber. 48 heures après cela, cette maison est officiellement notre palais. L'acte n'est pas encore à mon nom, mais c'est une simple formalité. Mon avocat dit que puisque c'est la maison où nous vivons ensemble, j'ai tous les droits dessus. Je me tenais près du seuil de la salle à manger, à moitié caché mais assez près pour tout entendre. Mon téléphone dans la poche de ma robe enregistrait tout depuis le début. Mais cette femme ne demandera rien, n'est-ce pas, a demandé Amber avec inquiétude. Et la Mercedes qu'elle conduit sera à nous aussi, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, a ri James d'un air méprisant. Catherine n'y connaît rien en affaires juridiques ou financières. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle a juste vécu confortablement grâce à mon salaire. Elle n'a pas d'argent pour engager un bon avocat. Au mieux, elle retournera chez ses parents dans une petite ville de l'Ohio. J'ai dû réprimer un rire. Mes parents dans l'Ohio? Mon père était diplomate en Suisse et ma mère était l'une des plus grandes collectionneuses d'art d'Asie du Sud-Est. James ne les avait jamais rencontrés. Mon excuse était qu'ils étaient occupés, pour cacher le fait qu'ils n'avaient jamais approuvé mon mariage avec un homme qu'ils qualifiaient d'arriviste et de chasseur de dot. C'est génial, a gloussé Amber. J'ai tellement hâte d'être Madame Harrison. Ils se sont embrassés. C'était une scène dégoûtante, mais très utile. J'ai coupé l'enregistrement dans ma poche et me suis dirigé vers mon bureau caché derrière la bibliothèque. Ils pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée que chaque mot qu'ils venaient de prononcer était un clou de plus dans leur propre cercueil financier.
45 heures restantes. L'horloge a égrené les heures matinales. La maison était silencieuse. James et Amber dormaient. Ironiquement, Amber avait insisté pour dormir dans la chambre principale, me mettant implicitement dehors. James, quant à lui, soit par un reste de honte, soit par peur de briser les règles trop vite, s'était installé dans la chambre d'amis. J'étais dans mon bureau, le seul espace dont j'étais la seule à posséder la clé. Cette pièce était parfaitement insonorisée. J'ai allumé une lampe de bureau tamisée et j'ai ouvert un coffre-fort caché derrière une étagère de vieilles encyclopédies. À l'intérieur ne se trouvait pas d'argent liquide, mais une pile de documents portant le logo d'une multinationale, Davenport Holdings. Le nom de jeune fille de ma mère était Davenport, et ce nom contrôlait 40% de l'immobilier commercial à Manhattan. J'ai pris un téléphone spécial que je n'utilisais que pour les affaires, un téléphone dont James n'avait jamais soupçonné l'existence. J'ai composé le numéro en numérotation abrégée 1. Oui, directrice Davenport. La voix à l'autre bout était vive et alerte malgré l'heure tardive. C'était Monsieur Sterling, chef du département juridique de Davenport Holdings et mon avocat personnel. Monsieur Sterling, je m'excuse de vous déranger à cette heure. Ma voix était devenue brève et autoritaire, bien loin de la voix de femme soumise que James avait l'habitude d'entendre. Ce n'est pas du tout un dérangement, directrice. Est-ce urgent? Activez le protocole Black Swan sur les actifs de James Harrison, ai-je ordonné. Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. Êtes-vous certaine, directrice? Ce protocole le dépouillera de tout, y compris de son poste de PDG chez Innovatic Solutions. J'en suis certaine, ai-je répondu froidement. Il a violé les clauses 14 et 15 de notre contrat de mariage, adultère et tentative d'appropriation forcée unilatérale d'actifs. J'ai des preuves vidéo et audio provenant des caméras de sécurité d'aujourd'hui. J'ai entendu le cliquetis rapide d'un clavier à l'autre bout. Accès aux données en cours. Oui. Selon l'accord d'investissement secret que M. Harrison a signé il y a 5 ans pensant qu'il s'agissait d'une simple formalité avec un investisseur providentiel, la propriété de ses actions dans Innovatic était soumise à des conditions d'acquisition liées à la performance et à l'intégrité morale. Avec les preuves que vous avez, nous pouvons déclencher la clause de rachat unilatéral des actions à la valeur nominale 0 pour rupture grave de contrat. Faites-le. Bloquez son accès au compte de l'entreprise demain matin. Étage M. Sterling? Oui, directrice. Vérifiez le statut de l'acte pour ce pantouse. Assurez-vous que le blocage est déjà actif. Cela empêche tout notaire de procéder à un changement de titre sans mon empreinte digitale. Cela a été traité automatiquement, directrice. L'acte du pantouse de Park Avenue est au nom de Catherine Davenport. C'est un bien hérité séparément. Votre mari n'a aucun droit sur un seul dollar. Même s'il a apporté des améliorations à la propriété, elles sont considérées comme un don volontaire. J'ai souri de satisfaction. Bien. Une dernière chose. Contactez notre gestionnaire de banque et gelez notre compte joint. Les fonds transférés de mon compte personnel doivent être retournés sur mon compte fiduciaire. Ne laissez que le salaire de M. Harrison pour ce mois-ci sur ce compte. Compris. Ce sera exécuté à 8 heures demain matin à l'ouverture des banques. Avez-vous besoin d'autre chose? Préparez une équipe d'expulsion pour dans 40 heures. Je veux que la police et un huissier de justice les accompagnent. Je ne veux aucun drame physique qui pourrait présenter un risque pour moi. C'est entendu, directrice. Reposez-vous bien. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, regardant une photo de notre mariage qui était encore sur le bureau. J'ai autrefois caché mon identité parce que je voulais être aimé pour ce que j'étais. Je voulais que James développe sa confiance en lui, qu'il se sente comme un chef de famille accompli. J'ai injecté des fonds dans son entreprise via une société écran. Je lui ai obtenu des projets majeurs grâce au contact de mon oncle, tout cela à son insu. Je l'ai laissé penser qu'il était un génie. Mais le génie sans l'humilité engendre un monstre. Et maintenant, ce monstre essayait de dévorer son créateur. Je me suis levé. J'avais encore une chose à faire cette nuit-là, un inventaire des actifs. 40 heures restantes. Le grand pantouse était rempli d'objets de valeur. Mais James était trop sot pour savoir ce qui avait une réelle valeur. Il croyait que la valeur d'un objet provenait de la taille de son logo. Il était fier de son téléviseur de 80 pouces et de son canapé en cuir, mais il était aveugle à la valeur de l'art. Je me suis déplacé comme un fantôme dans ma propre maison.
J'ai remonté une valise rigide spéciale de la cave. Ma première cible était le mur du couloir central. 3 tableaux y étaient suspendus. Pour James, ce n'étaient que d'étranges peintures abstraites que j'avais achetées dans une galerie à Soho. Pour un collectionneur, c'étaient des études originales de jeunesse de Mark Rothko. Je les ai soigneusement décrochées et remplacées par des répliques de haute qualité que j'avais préparées à l'avance dans un entrepôt secret. Je les avais commandées il y a 6 mois, quand j'ai commencé à soupçonner l'infidélité de James. La différence entre l'original et le faux était presque imperceptible pour un œil non averti. James ne s'en rendrait jamais compte. Ensuite, les bijoux. Je suis entré dans le dressing attenant à la chambre principale. La porte était entr'ouverte. Je pouvais entendre les ronflements d'Amber depuis la chambre. À pas très feutrés, j'ai ouvert le coffre-fort mural derrière le miroir. James connaissait la combinaison de ce coffre. À l'intérieur se trouvait une parure de diamants, une Rolex et quelques lingots d'or. Mais ce que James ne savait pas, c'est que ce coffre avait un double fond. J'ai soulevé la doublure en velours au fond du coffre. En dessous se trouvaient les vrais documents, l'acte du Penthouse, le titre de propriété de la voiture de sport de James, qui avait en fait été acheté au nom de ma société, les passeports et des obligations du Trésor. J'ai tout pris et j'ai ensuite fait une petite espièglerie. J'ai pris la montre Patek Philippe de James, un cadeau pour son anniversaire l'année dernière qui avait coûté 150 000 $. Je l'ai mise dans ma valise et je l'ai remplacée par une réplique de haute qualité que j'avais achetée en ligne sur un coup de tête. L'apparence était identique, le poids aussi, mais le mécanisme interne tiendrait à peine une semaine. Enfin, je suis allé au garage. Les voitures étaient soigneusement garées, la Porsche de James et ma Mini Cooper. J'ai ouvert le capot de la Porsche et, avec une technique que mon père passionné de voitures m'avait apprise, j'ai retiré un petit fusible, celui de la pompe à essence. Demain matin, cette voiture ne démarrerait pas. Je voulais voir son visage quand son symbole de fierté refuserait de coopérer. Après avoir mis tous les objets de valeur en sécurité dans la valise rigide, je l'ai emporté à l'entrée de service arrière. Là, mon fidèle chauffeur personnel, Arthur, attendait avec une camionnette noire banalisée. Apporte ça à l'appartement de Sutton Place, Arthur. La clé est dans le boîtier à code comme toujours, ai-je chuchoté. Bien reçu, mademoiselle. Est-ce que tout ira bien pour vous ici, a demandé Arthur avec inquiétude. Tout ira parfaitement bien, Arthur. Le vrai spectacle commence demain. La camionnette s'est éloignée silencieusement. Je suis retourné à l'intérieur d'une maison qui semblait désormais un peu plus vide à mes yeux, mais qui pour James paraîtrait toujours luxueuse. Toute la sève de cette maison, ses liquidités et son art précieux avaient déjà disparu. Ce qui restait n'était qu'une coquille vide qui allait bientôt s'effondrer et écraser James. Je suis retourné dans mi bureau et je me suis allongé sur le canapé. J'avais besoin de sommeil. Je devais agir de nouveau demain. 36 heures restantes. La lumière du matin filtrait à travers les stores du bureau. Je me suis réveillé avec une sensation de fraîcheur. Curieusement, il n'y avait ni larmes ni confusion, seulement une concentration aiguisée. Je me suis douché et habillé avec soin. Je portais une robe bleu marine élégante mais sobre arrivant aux genoux. Je suis descendu à la salle à manger où Madame Gable avait déjà préparé le petit déjeuner, steak et œufs, le plat préféré de James. James et Amber sont descendus 10 minutes plus tard. Ils ressemblaient à un couple qui venait de gagner au loto. Amber portait mon kimono en soie. Elle avait dû le prendre dans le placard de la chambre principale. Quelle audace! Mais je l'ai laissé faire. Plus il vole haut, plus dure sera la chute. Bonjour, futur ex, m'a salué James d'un ton moqueur. Il s'est assis en bout de table. As-tu signé les papiers? J'ai posé une assiette de steak et d'œufs devant lui. Ils sont sur la table du salon. James a immédiatement oublié son petit déjeuner. Il a entraîné Amber dans le salon. J'ai suivi calmement. James a saisi l'enveloppe, a sorti les papiers et a tourné jusqu'à la dernière page. Ses yeux se sont agrandis quand il a vu ma signature soignée sur la ligne pointillée. Enfin, s'est-il exclamé, tenant le papier comme un trophée. Regarde, bébé, elle a capitulé. Cette maison est à nous. Amber a poussé un cri de joie et a serré James fort dans ses bras. Oh, James, tu es incroyable. Au revoir, Catherine. James m'a regardé. Un sourire triomphant ornait son visage. Bien joué, Catherine. Tu as compris ta place.
Puisque tu as coopéré, je serai gracieux. Tu pourras utiliser un camion de l'entreprise demain pour déménager tes affaires. Mais souviens-toi, pas un seul appareil électroménager ni un seul meuble. Ce sont mes biens. Merci pour ta générosité, James, ai-je répondu sèchement. Je commencerai mes cartons aujourd'hui. Oh, et une dernière chose, a dit James en désignant Amber. Amber veut utiliser ton dressing maintenant, alors vide ta coiffeuse d'ici 1 heure. Elle a besoin de place pour son maquillage. Bien sûr, ai-je répondu. Faites comme chez vous. James, de très bonne humeur, est retourné à la salle à manger pour dévorer son petit déjeuner. Amber a couru à l'étage, excité à l'idée de conquérir son nouveau territoire. Je me suis tenu silencieusement dans le salon, regardant le dos de James. Il n'avait pas lu les petits caractères. Il n'avait pas lu la section 2 à la page 4 sur le partage des biens. Il n'avait pas non plus remarqué que sous ma signature, j'avais daté le document de la veille avec les initiales de mon conseiller juridique, ce qui techniquement l'invalidait s'il essayait de l'utiliser pour m'expulser avant un jugement de tribunal. Mais surtout, il ne savait pas que ma signature était le déclencheur. Au moment où il avait signé les papiers et les avait pris, M. Sterling recevait une notification. Je venais d'envoyer un message codé, signature terminée. C'était le signal pour lancer la phase 2, le gel total. J'ai regardé James dévorer le steak et les œufs. Savoure ton dernier repas d'homme riche, James. Cet après-midi, tu n'auras même plus d'argent pour t'acheter une bouteille d'eau. Je suis monté à l'étage pour emballer les quelques vêtements qu'il me restait. Mentalement, j'ai commencé le compte à rebours. Dans quelques heures, James irait au bureau, et c'est là que son monde s'effondrerait vraiment. 34 heures restantes. Après avoir déposé Amber dans un centre commercial, elle avait prétexté vouloir se remonter le moral en faisant du lèche-vitrine, même si peut-être commençait-elle déjà à avoir des doutes sur lui. James s'est rendu au bureau d'Innovatic Solutions sur Park Avenue. Il avait besoin de réponses. Pourquoi toutes ces cartes avaient-elles été refusées? Pourquoi la banque ne répondait-elle pas à ses appels? Son esprit était dans le chaos. Il en a conclu qu'il devait s'agir d'une erreur dans le système bancaire national ou qu'un pirate informatique avait attaqué ses comptes. Pas un seul instant il n'a pensé que je pouvais en être la cause. À ses yeux, Catherine n'était qu'une femme au foyer technophobe. James s'est garé sur sa place réservée marquée « Suis au James Harrison ». Il a pénétré dans le hall du gratte-ciel avec un air d'importance, essayant de retrouver la dignité qu'il avait perdue au restaurant. Il s'est approché des portillons d'accès et a passé sa carte d'identité. Bip bip. Lumière rouge. La barrière métallique ne tournait pas. James a froncé les sourcils. Il a passé la carte à nouveau, plus fort. Bip bip. Lumière rouge. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, a juré James. Il a vu la file d'employés derrière lui s'allonger. Certains murmuraient. Monsieur Ramos, a crié James au chef de la sécurité du hall. Ouvrez-moi ça manuellement. Je pense que ma carte est cassée. L'homme robuste, qui d'habitude s'inclinait respectueusement quand James passait, est resté ferme à son poste cette fois-ci. Il s'est approché, mais pas pour ouvrir la barrière. Son visage était sans expression. Je suis désolé, monsieur Harrison. Votre carte n'est pas cassée. Elle est désactivée, a dit monsieur Ramos fermement. Désactivée? Je possède cette entreprise. Qui ose désactiver ma carte, a hurlé James, sa voix résonnant dans le vaste hall de marbre. Ordre du conseil d'administration et des actionnaires majoritaires, monsieur. À compter de cet après-midi, vous avez l'interdiction d'accéder aux locaux. James a ri un rire qui sonnait hystérique. Actionnaire majoritaire? Je possède 20% des actions. Cet investisseur anonyme n'a jamais interféré avec la gestion. C'est un coup d'État. À ce moment-là, l'ascenseur s'est ouvert. Mademoiselle Diaz, la secrétaire personnelle de James depuis 3 ans, est sortie en portant une boîte en carton de taille moyenne. Mademoiselle Diaz, qui d'habitude lui souriait doucement et l'appelait le patron de génie, le regardait maintenant avec des yeux étranges et froids. Elle a passé les portillons et a tendu la boîte à James. Vos effets personnels, monsieur Harrison, a dit mademoiselle Diaz d'un ton officiel. La photo de famille, votre mug et le chargeur de téléphone. L'ordinateur portable et les documents de travail ont été retenus par l'équipe d'audit. Mademoiselle Diaz, qu'est-ce que cela signifie? Expliquez-moi, a dit James en lui attrapant l'épaule. Monsieur Ramos a rapidement écarté la main de James.
Ne touchez pas le personnel, monsieur Harrison. Mademoiselle Diaz a ajusté sa veste. Davenport Holdings, qui détient 80% des actions d'Innovatic, a activé une clause d'urgence. Vous avez été temporairement suspendu de votre poste de PDG pour détournement présumé de fonds de l'entreprise à des fins personnelles et faute éthique grave. Davenport Holdings. James était sans voix. Le nom lui semblait familier, le nom d'un géant de l'immobilier. Depuis quand étaient-ils ses investisseurs? Il pensait que son investisseur était un consortium étranger. Qui est le président? Je dois lui parler. Mademoiselle Catherine Davenport, a répondu calmement Mademoiselle Diaz. Ce nom a frappé James comme un marteau. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Catherine, a-t-il chuchoté. Ma femme. Catherine? Votre ex-femme, monsieur Harrison, d'après les papiers que vous avez vous-même jetés sur la table ce matin, a corrigé sèchement Mademoiselle Diaz. Et pour votre information, la Porsche que vous avez garée devant est un bien de l'entreprise. Le département juridique a déjà appelé une dépanneuse. Nous vous recommandons de rentrer chez vous en taxi. Mademoiselle Diaz a tourné les talons et est rentrée à l'intérieur, laissant James comme une statue, serrant une boîte avec ses propres babioles. Les employés qui le flattaient autrefois passaient maintenant devant lui tête baissée ou en faisant semblant de regarder leur téléphone. James se sentait nu, diminué. Le nom de jeune fille de Catherine était Davenport. Comment avait-il pu oublier? Comment avait-il pu être assez stupide pour ne pas faire le lien entre Catherine et Davenport Holdings? Il avait toujours pensé que Catherine n'était que la fille d'une famille aisée et sans souci jamais qu'elle était la propriétaire du géant industriel qui tenait sa laisse. Deux agents de sécurité se sont approchés. Veuillez quitter le hall, monsieur, ou nous devrons appeler la police de New York. En titubant, James est sorti. Le soleil brûlant de New York semblait lui brûler la peau. Il a vu sa précieuse Porsche jaune être accrochée à une dépanneuse. Il voulait hurler, mais il n'en avait plus la force. Il a fouillé ses poches pour appeler un Uber, mais s'est souvenu qu'il n'avait plus de données et que la carte de crédit enregistrée dans l'application devait déjà être annulée. James, serrant contre lui la boîte avec sa propre photo, qui semblait maintenant être une moquerie, s'est tenu au bord de Park Avenue et a levé la main pour héler un taxi jaune. 26 heures restantes. Pendant que James luttait pour trouver un taxi dans les embouteillages de l'heure de pointe, Amber vivait sa propre petite apocalypse dans le parking de Saks Fifth Avenue. Amber se dirigeait élégamment vers la zone de stationnement VIP. Elle n'avait fait que du lèche-vitrine, car la carte de crédit presque au plafond qu'elle avait utilisée pour le déjeuner ne lui permettait plus rien d'acheter. Elle avait hâte de monter dans la Mercedes classe C blanche que James lui avait prêtée il y a un mois. C'était son symbole de statut, la preuve qu'elle avait conquis un homme riche. Mais quand elle a atteint la place A12, elle était vide. Amber a cligné des yeux, vérifié le numéro de la colonne. Oui, A12. On l'a volée. Elle a paniqué. Elle a couru immédiatement au bureau de sécurité du parking. Monsieur, ma voiture a disparu. Une Mercedes blanche, plaque BQ-CK80, a-t-elle crié à l'employé. L'employé a calmement vérifié les données sur son ordinateur. Un instant, mademoiselle. Plaque BQ-CK80. Ah, voilà. Le véhicule n'a pas été volé, mais récupéré par son propriétaire officiel avec un double des clés il y a environ 20 minutes. Quoi? Le propriétaire officiel est mon petit ami, James Harrison. Il ne l'aurait pas prise sans me le dire. Je suis désolé, mademoiselle. Selon les données d'immatriculation présentées par l'équipe de récupération, le propriétaire du véhicule est une filiale du groupe Davenport. Ils ont apporté un ordre de récupération de biens pour usage non autorisé par un tiers. Amber est restée silencieuse. Son cerveau l'en commençait à assembler les pièces du puzzle. Groupe Davenport. Elle avait entendu James le mentionner comme l'un de ses clients majeurs. Mais pourquoi reprendrait-il la voiture de James? Amber a essayé d'appeler James. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Elle a réessayé. Même message. Amber a tapé du pied. Les gens commençaient à la regarder, une femme habillée de vêtements coûteux criant dans le bureau de sécurité. Et comment suis-je censé rentrer chez moi maintenant, a-t-elle lancé au garde comme si c'était sa faute. Il y a une station de taxi à l'entrée ouest, mademoiselle, a répondu sèchement le garde. Amber est sortie en furie, le visage rouge.
Elle imaginait l'humiliation de devoir attendre un taxi jaune ordinaire mélangé au reste des gens tout en portant une robe Gucci qu'elle avait achetée le mois dernier avec la carte de James. Dans le taxi, qui sentait le désodorisant à l'orange, Amber a finalement réussi à parler à James. Elle a dû appeler son numéro de téléphone habituel car son WhatsApp semblait ne pas fonctionner. Elle ne savait pas que James n'avait plus de données mobiles. « Allô, James. Où diable es-tu » a hurlé Amber dès que l'appel a été établi. « Ne crie pas. » La voix de James semblait fatiguée et colérique. « J'ai mes propres problèmes. L'entreprise a fait remorquer ma voiture. Ils ont pris la mienne aussi. Ils ont dit qu'elle appartenait à une entreprise ou quelque chose comme ça. Tu avais dit qu'elle était à toi. C'est compliqué, Amber. Je t'expliquerai à la maison. Rentrez maintenant dans cette maison infernale? J'ai faim, James. Je veux un bon dîner. Viens, c'est tout, Amber. Catherine aura préparé quelque chose à la maison. James a raccroché. Amber a fixé l'écran de son téléphone avec incrédulité. Catherine avait cuisiné, alors ils allaient manger de la nourriture préparée par l'ex-femme qu'il venait de mettre à la porte. La situation devenait de plus en plus surréaliste. Amber commençait à sentir que le navire sur lequel elle naviguait sombrait et qu'elle n'avait pas de gilet de sauvetage. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Sans argent, sans voiture, et ayant déjà sous-loué son appartement parce qu'elle était sûre d'emménager chez James, elle était piégée. 22 heures restantes. La maison sentait délicieusement bon non pas le désodorisant, mais l'arôme appétissant du romarin, de l'ail et de la viande rôtie. J'étais dans la cuisine, portant un tablier blanc impeccable sur ma robe d'intérieur. La table de la salle à manger était parfaitement dressée, nappe en lin, argenterie héritée de ma grand-mère et bougies allumées. La porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. James est entré. Sa chemise était trempée de sueur sous les bras. Son visage était dans un état lamentable, comme une feuille de papier froissée. Il ne portait pas sa mallette, elle avait manifestement été confisquée. Juste cette boîte stupide. 10 minutes plus tard, Amber est entrée. Elle avait l'air tout aussi débraillée, ses cheveux aplatis par l'humidité de New York et son maquillage légèrement étalé. Ils se sont retrouvés au milieu du salon, se regardant avec un mélange d'épuisement et de confusion. « Bienvenue » les ai-je salués depuis la salle à manger. Ma voix était joyeuse. Vous arrivez juste à temps. Le bœuf Wellington vient de sortir du four. James m'a regardé avec une expression indescriptible. Il y avait de la colère, mais aussi de la peur. Catherine, qu'as-tu fait à l'entreprise? Dis non d'abord, James, ai-je interrompu doucement. On ne parle jamais d'affaires le ventre vide, n'est-ce pas? C'était l'une de tes règles. Je me suis assise sur la chaise en bout de table, la place de l'hôte. Normalement, James s'asseyait là, mais cette fois, je l'ai prise. James n'a pas eu d'autre choix que de s'asseoir à ma droite et Amber, hésitante, à ma gauche. J'ai versé de l'eau dans leur verre, le vin rouge coûteux, je l'avais déjà rangé. Il ne le méritait pas, Catherine. La voix de James tremblait. Il n'a pas touché à sa nourriture. Ma secrétaire dit que tu possèdes Innovat. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Tu essaies de me faire peur pour que j'annule le divorce. J'ai calmement coupé un morceau de viande dans mon assiette. Mange, Amber. C'est du bœuf wagyu importé. C'est peut-être la dernière fois que tu mangeras une viande de cette qualité. Amber m'a lancé un regard noir, mais son estomac a grondé. Elle a commencé à manger avec voracité, oubliant ses bonnes manières. Je me suis tourné vers James. James, d'où penses-tu que ton capital de départ provenait il y a 5 ans? De l'héritage de tes parents, qui sont agriculteurs dans une petite ville. Ou de tes économies que tu dépensais toujours pour tuner des voitures? James restait silencieux. Son visage est devenu pâle. Ce capital a été investi par moi, via le fonds de capital risque de mon oncle. C'est moi qui t'ai obtenu tes premiers clients, et c'est moi qui me suis assuré que tes audits financiers étaient clean même si tu détournais souvent de petites sommes d'argent pour des paris sur le football. James a serré les poings. Tu m'as trompé tout ce temps, en me faisant croire que c'était moi qui réussissais. Je voulais que mon mari ait de l'estime de soi, ai-je répondu sèchement. Je t'ai donné une scène, James, mais tu as utilisé cette scène pour cracher sur le public. Et il se trouve que ce public, c'était moi. Rends-moi mes accès, a crié James en frappant la table. Les assiettes ont cliqueté.
J'ai bâti cette entreprise. J'ai travaillé jour et nuit. Jour et nuit. J'ai ri doucement, un rire froid qui glaçait jusqu'aux os. D'après les données GPS de ton téléphone et les relevés de dépenses de l'entreprise, tu as passé 40% de ton temps de travail dans des hôtels 5 étoiles, des spas et des bars karaoké avec de faux clients. Ce n'est pas travailler, James. C'est voler. Je vais te poursuivre en justice. Avec quel argent, ai-je demandé nonchalamment. Ton compte est vide. Tes cartes de crédit sont annulées. Ta voiture est confisquée. Même ton meilleur avocat du cabinet cravate est un partenaire de golf de mon père. Je doute qu'il prenne même ton appel. James s'est tu. La réalité commençait à s'infiltrer dans son crâne obtus. Il n'avait vraiment plus rien. Amber a arrêté de manger. Elle a soudainement lâché sa fourchette. Attends une minute. Alors James est vraiment fauché? Complètement. Il n'est pas fauché, Amber, ai-je corrigé. Il a été rétabli à ses paramètres d'usine. Amber a regardé James avec une nouvelle forme de haine. Tu as dit que tu étais un magnate. Tu as dit que cette maison était à toi. C'est juste un malentendu, Amber, a dit James, essayant de lui prendre la main, mais Amber l'a retirée. Eh bien, je me suis levé. Le spectacle du dîner est terminé. Finissez de manger et allez vous coucher. Demain est un jour important. Votre délai expire dans 24 heures. J'ai laissé James dans le désespoir et Amber, qui avait commencé à calculer ses pertes, dans la salle à manger. L'atmosphère entre eux était désormais toxique. Les fondations de leur relation, bâties sur l'argent et le désir, s'effondraient dès que l'argent disparaissait. 15 heures restantes. 2 heures du matin. L'immense maison était plongée dans l'obscurité totale. Je m'étais assuré que James et Amber s'étaient retirés dans leurs chambres respectives. 1 heure plus tôt, le bruit de leur dispute était parvenu jusqu'à ma chambre au rez-de-chaussée. Amber criait à la fraude et James criait à la loyauté. Un drame très ennuyeux. Le moment était venu pour la phase d'isolation. Depuis ma chambre fermement verrouillée, je me suis assise devant mon ordinateur portable. J'ai accédé au système domotique de la maison. Phase 1, couper la connexion Internet. J'ai désactivé le routeur principal. Le Wi-Fi de toute la maison a été coupé. À notre époque, sans Internet, un être humain a l'impression de manquer d'oxygène. Puisqu'il n'avait plus de données mobiles, il ne pouvait pas appeler de Uber, contacter des amis sur WhatsApp ou lire les nouvelles. Phase 2, isolation des communications. J'ai utilisé un brouilleur de signal portable acheté légalement pour protéger ma vie privée, qui bloquait le signal des téléphones portables dans un rayon de 50 m désormais, leurs téléphones n'étaient plus que des morceaux de verre et de métal inutiles. Personne ne pouvait passer ou recevoir d'appels, sauf depuis la ligne fixe de ma chambre. Phase 3, verrouillage numérique. J'ai changé les mots de passe de la porte d'entrée, du garage et du portail. L'ancien mot de passe était 123 456. James était vraiment paresseux. Le nouveau mot de passe, la date de notre divorce. Phase 4, contrôle de la température. C'était ma touche personnelle. J'ai réglé la climatisation de la chambre principale où dormait Amber à la température la plus basse, soit 60 degrés Fahrenheit. Quel gel! D'un autre côté, j'ai complètement éteint la climatisation dans la chambre d'amis où dormait James. Cette nuit-là, New York était une fournaise. Qu'il transpire dans ses propres péchés. Terminé. J'ai fermé l'ordinateur. La maison était désormais une prison pour eux et une forteresse pour moi. Quand ils se réveilleraient le matin, ils réaliseraient qu'ils étaient piégés. Pas de voiture, pas de communication, pas d'argent, et même un inconfort physique. La pression psychologique atteindrait son apogée. La nature humaine se révèle lorsqu'elle est acculée. Je voulais voir à quel point l'amour d'Amber était grand quand James ne pouvait même plus lui offrir le confort. Et je voulais voir à quel point la fierté de James était grande quand il devrait me supplier pour un verre d'eau. Je me suis allongé dans mon lit. J'allais dormir très profondément cette nuit-là. Dehors, le vent nocturne hurlait silencieusement. L'horloge de parquet continuait son tic-tac, tic-tac vers l'anéantissement total. 23 heures restantes. Le soleil de New York n'était pas encore complètement levé, mais sa chaleur commençait déjà à s'infiltrer par les conduits de ventilation. Dans la chambre d'amis, James s'est réveillé haletant comme s'il venait de courir un marathon. La sueur trempait son t-shirt,
collant de manière dégoûtante à la peau de son dos. Il a cherché à tâtons la télécommande de la climatisation, les yeux mi-clos, et a appuyé plusieurs fois sur le bouton d'alimentation avec frustration. Elle était éteinte. Le voyant lumineux de l'unité de climatisation était sombre. James a grogné et a jeté la télécommande par terre. Il avait l'impression d'être rôti vivant dans un four en béton. Pendant ce temps, de l'autre côté du couloir, dans la luxueuse chambre principale, Amber se réveillait dans un état complètement opposé. Elle frissonnait violemment sous l'épaisse couette en duvet d'oie, qui d'habitude semblait luxueuse mais ressemblait maintenant à une plaque de glace. Ses lèvres étaient bleues et ses dents claquaient. Elle a vu que le panneau de contrôle de la clim sur le mur indiquait 60 degrés Fahrenheit. Le mode de refroidissement forcé étant verrouillé, elle a essayé de remonter la température, mais le panneau ne répondait pas à son toucher. Il était verrouillé depuis le système central. Fais chier, a hurlé Amber d'une voix brisée. Ils sont tous deux sortis de leurs chambres respectives presque au même moment. Ils se sont retrouvés face à face, James, trempé de sueur et malodorant, et Amber, enveloppé dans l'épaisse couette comme un énorme cocon de soie. Le visage d'Amber était pâle et son nez coulait. Ils ont tourné la tête vers le balcon du 2e étage. J'étais là, confortablement installé dans un fauteuil en rotin, profitant de la brise matinale naturellement fraîche. Sur la petite table à côté de moi se trouvait une tasse de café colombien pure origine qui fumait aromatiquement, ainsi qu'un croissant au beurre qui venait d'être livré par mon livreur habituel par la porte latérale dont j'étais la seule à posséder la clé. Bonjour, les ai-je salués joyeusement sans lever les yeux de la tablette que je lisais. Avez-vous bien dormi? Que as-tu fait à la climatisation, Catherine, a hurlé James, essuyant la sueur de son front avec sa manche. Ma chambre était une fournaise, et la mienne était le pôle Nord, a ajouté Amber en éternuant bruyamment. J'ai pris une lente gorgée de café, laissant l'arôme acide et amer stimuler mes sens avant de répondre. Oh, ça? Je suppose que le système domotique ajuste les priorités. La facture d'électricité est chère, James, et comme ton compte est vide, je dois économiser. Il donne la priorité au confort de celui qui paie les factures. C'est juste, n'est-ce pas? James a fait un pas agressif en avant. Son visage était rouge. Allume Internet tout de suite. Je ne peux même pas consulter mes emails. Il n'y a pas de réseau mobile dans cette maison. Je ne peux pas ouvrir Instagram, c'est plainte Amber. Vous savez, il y a une vie au-delà d'un écran de téléphone, ai-je répondu nonchalamment, tournant une page d'actualité numérique sur ma tablette, qui était connectée à mon réseau Wi-Fi personnel, un réseau caché qu'ils ignoraient. Mais si vous avez besoin de quelque chose pour vous divertir, je vous suggère de commencer à faire vos valises. Il ne vous reste plus que 23 heures. Je veux prendre une douche chaude, a exigé Amber. Je gèle. Vas-y, ai-je dit avec un sourire en coin. Mais si je me souviens bien, le chauffe-eau de la chambre principale est relié au système de gaz, et le technicien a repris la citerne ce matin pour non-paiement. Amber a poussé un cri de frustration et a tapé du pied, retournant en courant vers la salle de bain, espérant peut-être un miracle. Le bruit d'un jet d'eau froide s'est fait entendre, suivi d'un cri de surprise d'Amber. Quelques secondes plus tard, James m'a regardé avec un regard meurtrier. Tu savoures ça, n'est-ce pas? Immensément, ai-je répondu franchement, en le regardant droit dans les yeux. Avant, je faisais tout mon possible pour que tu sois à l'aise. J'ajustais la température de la maison. Je m'assurais qu'Internet soit rapide pour tes jeux, qu'il y ait de l'eau chaude. Tu ne l'as jamais remarqué parce que tu considérais cela comme acquis. Maintenant, j'ai cessé d'être ton génie dans une lampe, James. Bienvenue dans la réalité. James a reniflé et s'est tourné vers l'escalier. Je vais à la banque. Je vais arranger ce pétrin que tu as créé. Ne crois pas que tu as gagné. Sans voiture, ai-je demandé. Et sans application de taxi? James s'est arrêté un instant, son dos s'est raidi. Puis il a continué obstinément son chemin. Je marcherai jusqu'à l'entrée de la résidence et je prendrai un taxi s'il le faut. Je m'en fiche. Je l'ai regardé descendre les escaliers d'un pas lourd. L'homme qui hier jetait avec arrogance les papiers du divorce devait maintenant marcher un mile sous le soleil matinal de New York pour trouver un transport bon marché. Je suis retourné à ma tablette. Le graphique boursier de Davenport Holdings était en hausse ce matin-là. La vie continuait. 20 heures restantes. James est revenu 3 heures plus tard. Il avait l'air encore plus pitoyable qu'à son départ. La chemise, qui avait été trempée de sueur pendant la nuit,
était maintenant taché par la poussière des rues et la sueur du soleil. Son visage était rouge et ses cheveux étaient emmêlés. Il n'avait pas trouvé de taxi facilement, et celui qu'il avait fini par trouver avait refusé de le prendre parce qu'il n'avait pas assez d'argent liquide. Sachant qu'il y avait un problème, il avait fait une dernière tentative à un distributeur automatique dans une supérette, mais le résultat fut le même, la carte fut avalée par la machine. James est entré dans la maison et s'est dirigé directement vers le téléphone fixe qui se trouvait sur la console du salon. C'était le seul moyen de communication qui fonctionnait. J'étais assise sur le canapé du salon, me peignant les ongles d'un rouge sang. Madame Gable, feignant de faire la poussière ou plutôt de surveiller les choses au cas où m'observait. James a décroché le combiné d'une main tremblante et a composé le numéro du service VIP de sa banque. « Allô, c'est James Harrison » a-t-il crié dans le combiné. « Pourquoi ma carte a-t-elle été avalée? Pourquoi tous mes accès ont-ils été bloqués ?» Je pouvais entendre la voix ténue du représentant du service client à l'autre bout, calme mais procédurière. « Je suis désolé, monsieur Harrison. D'après nos données, tous les comptes à votre nom sont actuellement gelés pour enquête à la demande des autorités financières dans le cadre d'une plainte pour détournement de fonds d'entreprise. » Détournement? De quoi parlez-vous? C'est mon argent. La plainte a été déposée par le département juridique de Davenport Holdings et Innovat Solutions. Un flux de fonds suspect a été détecté vers le compte d'un tiers sans lien avec l'entreprise. James s'est tu. Ses yeux se sont tournés vers l'étage où se trouvait Amber. Flux de fonds vers un tiers l'argent qu'il transférait chaque mois à Amber pour l'appartement, les sacs à main et les soins de beauté. Mais mon autre compte personnel. Ce compte n'a plus de solde, monsieur. Un débit automatique a été effectué pour couvrir les dettes impayées sur la carte de l'entreprise et la pénalité pour rupture du contrat d'investissement. Votre solde actuel est négatif de 15 000 $. Le combiné est tombé de la main de James. Il a balancé, frappant le pied de la table. Bip, bip, bip. Le son était comme le battement de cœur de sa condamnation à mort financière. Négatif. Il n'était pas seulement fauché, il était endetté. James s'est tourné lentement et m'a regardé. Son visage était pâle, comme si tout son sang s'était vidé. « Toi, a-t-il chuchoté. Tu as ruiné ma vie. » J'ai soufflé sur mes ongles fraîchement peints. « Je te corrige, James. Tu as ruiné ta propre vie. Tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour financer ta prostituée. Dans le monde des affaires, on appelle cela du détournement de fonds. C'est un crime, James. Tu pourrais aller en prison. Je suis ton mari. Ex-mari, ai-je répondu froidement. Et en tant qu'actionnaire majoritaire, j'ai un devoir fiduciaire de protéger les actifs de ma société contre un voleur. Même si ce voleur a dormi dans le même lit que moi pendant 5 ans. James s'est effondré sur le sol en marbre. Ses jambes ont lâché. L'argent, le fondement de son arrogance, s'était envolé sans laisser de traces. Il réalisait qu'il avait toujours été sur une scène que j'avais construite, et que je venais de retirer le tapis sous ses pieds. Soudain, Amber est descendue. Elle s'était douchée je ne sais pas comment avec de l'eau froide. Elle portait sa plus belle robe et traînait une petite valise. James a appelé Amber. Sa voix était exigeante. J'ai demandé leur téléphone aux voisins et j'ai appelé un taxi. C'était une galère de sauter la clôture. Le taxi attend à l'entrée de la résidence. Le portier rigide ne veut pas le laisser entrer. Nous allons à l'hôtel tout de suite. Je ne peux plus rester ici. James a regardé Amber avec des yeux vides. Allez, James. Paie le taxi avec la carte d'urgence que tu gardes dans ton portefeuille secret, l'a pressé Amber. James a ri, d'un rire sec et désespéré. Carte d'urgence? Cette carte est aussi annulée, Amber. Toute? Je suis endetté de plus de 100 000 $. Amber s'est arrêtée sur la dernière marche. La valise dans sa main est lentement tombée. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix est devenue perçante. Je suis fauché, Amber. Complètement. Catherine a tout pris. Amber s'est tournée vers moi. Je me suis contenté de hausser les épaules avec un sourire aimable. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartient. L'atmosphère dans le salon a changé. Ce n'était plus une lutte entre James et Catherine. C'était le moment où la réalité percutait le fantasme de l'amour d'Amber et James. 18 heures restantes. Ce qui a rompu le silence n'était pas des pleurs,
mais l'explosion de colère d'Amber. Le masque de femme douce et choyée qu'elle portait devant James s'est complètement brisé. Sa véritable nature calculatrice a éclaté au grand jour. Fauché, a sifflé Amber. Ses yeux se sont rétrécis, fixés sur James, toujours affalé au sol. Tu disais que tu étais un génie des affaires. Tu disais que l'entreprise était toute à toi. Tu m'as menti. James a levé la tête. Son visage était pathétique. Amber, écoute-moi. C'est seulement temporaire. Je peux m'en remettre. J'ai la technologie. Les contacts. Quel contact, a interrompu Amber sèchement. Ils ont pris ta voiture. Ils ont bloqué tes cartes. Tu ne peux même pas payer la facture d'électricité. Tu penses que je veux vivre avec un mendiant? Amber? James s'est levé, sa fierté blessée. Surveille ce que tu dis. J'ai fait tout ça pour nous. J'ai divorcé de ma femme pour toi. Et qui t'a demandé de le faire, a crié Amber. Sa voix aiguë remplissait la pièce. Je t'ai juste demandé de m'acheter un appartement, James. Pas de déclencher une guerre mondiale avec ta riche épouse. Si j'avais su que tu n'étais qu'une marionnette financée par ta femme, je n'aurais pas gaspillé l'année dernière avec toi. Ces mots ont frappé James plus fort qu'une gifle. Il a reculé d'un pas. Alors pendant tout ce temps, ce n'était que pour l'argent? Bien sûr. Amber a ri cyniquement, un rire qui donnait des frissons dans le dos. L'amour doit manger aussi, James. L'amour a besoin de soins de la peau et de voyages en Europe. Tu penses que je veux vivre avec un divorcé en faillite avec un casier judiciaire pour détournement de fonds? Pas question. Je restais assise en silence sur mon canapé, savourant le spectacle comme s'il s'agissait d'un drame télévisé en direct. C'était incroyablement satisfaisant de voir leur véritable amour se désintégrer en quelques minutes dès que la variable argent était retirée de l'équation. Chercheuse d'or, a sifflé James. Ses yeux commençaient à se remplir de larmes de trahison. Je t'ai acheté des sacs Hermès, des montres, des diamants. Et tout cela est une preuve de détournement de fonds, n'est-ce pas, a rétorqué Amber rapidement. Elle a regardé la valise dans sa main, puis m'a regardé. Madame Harrison, si je rends certaines de ces choses, vous ne me dénoncerez pas pour recel de biens volés, n'est-ce pas? J'ai ri doucement. Amber était intelligente, elle aussi. Son instinct de survie était fort. Cela dépend de vous, mademoiselle Amber. De la rapidité avec laquelle vous quitterez cette maison et de votre coopération future avec mon équipe d'audit. Amber, a crié James avec incrédulité. Maintenant, tu prends son parti? Amber a ignoré James. Elle m'a regardé avec des yeux pleins d'espoir. Je pars tout de suite. Je ne veux pas être impliqué dans vos affaires. James est un menteur. Je suis une victime ici, moi aussi. Ai-je dit d'un geste de la main. La porte d'entrée n'est pas verrouillée, mais elle est lourde. Tu devras pousser. Amber a hoché la tête rapidement, a ramassé sa valise et a traversé le salon sans accorder un seul regard à James. Amber, attends. James a essayé de la suivre, lui attrapant le bras. Clac. Une gifle sonore a atterri sur la joue de James. Amber l'a regardé avec dégoût. Ne me touche pas, inquiète-toi plutôt de ta propre situation. Amber est partie, faisant claquer la porte d'entrée derrière elle. James est resté comme une statue au milieu de la pièce. Sa joue était rouge de la marque des doigts de la femme qu'il qualifiait encore hier de son âme sœur. Maintenant, il était seul, vraiment seul. Il s'est tourné lentement et m'a regardé. Des larmes de rage et de désespoir coulaient sur ses joues. Ses émotions étaient instables. Il était comme une bête blessée et acculée. Satisfaite, Catherine, a-t-il demandé faiblement, mais sa voix avait un tremblement dangereux. Je me suis levé et j'ai lissé ma robe. Pas encore. Il reste encore 18 heures et tu es toujours dans ma maison. 15 heures restantes. James ne s'est pas rendu docilement. L'humiliation s'est transformée en imprudence. Il s'est dirigé vers la cuisine et s'est versé un verre d'eau du robinet, car le distributeur d'eau minérale était vide et sa fierté l'empêchait de m'en demander. Il a bu goulûment. Il est revenu au salon avec un regard différent. Le regard d'un homme qui, sentant qu'il n'a plus rien à perdre, est capable de tout. Tu penses que tu peux me jeter comme ça, comme si de rien n'était, a commencé à dire James d'une voix basse et menaçante. Il s'est approché de moi. La distance entre nous n'était plus que de 6 pieds.
Madame Gable, qui observait depuis un coin de la salle à manger, s'est avancée avec un balai à la main, prête à protéger. Je lui ai fait signe de se calmer. Je n'avais pas peur de James. Un homme qui a perdu son pouvoir aboie généralement mais ne mord pas. Écoute-moi bien, Catherine, a dit James, pointant un doigt vers mon visage. Je connais beaucoup de secrets de l'entreprise. Je connais les projets en cours. Si tu ne me donnes pas un arrangement disons environ 500 000 $ et que tu ne retires pas la plainte pénale, je vais divulguer tous les secrets commerciaux d'Innovat à la concurrence. Je vais ruiner la réputation de ton entreprise. Je l'ai regardé avec pitié. Il ne comprenait vraiment pas à qui il avait affaire. Menace en l'air, James, ai-je répondu calmement. Quel secret? Le projet Miami Smart City a déjà été attribué à une autre filiale du groupe Davenport. Le code source du projet d'application logistique a été sécurisé hier soir par l'équipe informatique centrale. Que possèdes-tu? Une liste de contacts clients. Ils sont fidèles à l'argent, James. Pas à toi, et c'est moi qui ai l'argent. Jusqu'à ce qu'un juge en décide autrement, légalement, je suis ton mari. A crié James, faisant un pas de plus. J'ai droit à la moitié des biens. La moitié de cette maison est à moi. Je vais intenter une action en justice pour le partage des biens et je vivrai ici jusqu'à la fin du procès. Veux-tu vivre dans la même maison à t'entretuer pendant des années? C'était sa dernière carte. Il essayait de me faire chanter en utilisant le droit du mariage. Je me suis dirigé calmement vers le buffet dans le coin et j'ai ramassé un dossier bleu. Ce n'était pas le même dossier marron avec les papiers du divorce d'hier. C'en était un autre. James. James, tu as une si mauvaise mémoire, ai-je dit en ouvrant le dossier. En 2019, 2 jours avant notre mariage, chez le notaire de Monsieur Robat sur Sutton Place, tu as signé ceci. J'ai brandi le document. Contrat de mariage pour la séparation des biens. James a froncé les sourcils, essayant de se souvenir. Ce n'était qu'une formalité. Ton père disait qu'il valait mieux que ce soit séparé pour des raisons fiscales. Lis la clause 7, section 2, ai-je dit, en tenant le papier devant son visage. James a plissé les yeux et a lu le texte que je pointais, dans le cas où le mariage se termine par un divorce dû à l'infidélité ou à l'adultère de l'une des parties, et que cela a été légalement prouvé, la partie infidèle renoncera automatiquement à tout droit de réclamation sur les biens communs formés pendant le mariage et perdra également le droit à la distribution des bénéfices de toute entreprise exploitée avec le capital de l'autre partie pendant le mariage. Le visage de James est passé du rouge au cendré et au gris. Et la clause 8, ai-je continué cruellement. La partie dont l'infidélité est prouvée sera obligée de restituer rétroactivement à partir de la date du mariage la valeur de tout le capital et de tous les agréments fournis par la partie lésée. J'ai fermé le dossier d'un coup sec. J'ai des vidéos de toi et d'Amber. J'ai des enregistrements audio de tes aveux. J'ai les relevés bancaires des transferts sur le compte d'Amber. Légalement, James, non seulement tu n'obtiendras rien, mais tu me dois la valeur de tout le confort dont tu as bénéficié au cours des 5 dernières années. Le loyer de cette maison, les voitures, les vêtements, la nourriture, tout. J'ai fait un pas en avant, inversant la menace. Maintenant, c'était moi qui le faisais reculer. Donc, ton offre de 500 000 $ est ridicule. C'est plutôt moi qui devrais exiger de toi. Mais je suis généreuse. Si tu pars tranquillement dans le temps qu'il te reste, peut-être, juste peut-être, j'oublierai ta dette personnelle. Mais si tu t'obstines et que tu restes ici, j'ai approché mon visage du sien, je m'assurerai que tu pourrisses en prison pour détournement de fonds, et quand tu sortiras, tu me devras encore des milliers de dollars, une dette que tu devras payer jusqu'à ta mort. James a reculé jusqu'à ce que son dos frappe le mur. Ses jambes tremblaient. Il voyait un démon dans mes yeux, ou peut-être la faucheuse qui emporterait son avenir. Il ne pouvait pas répondre. Une terreur pure lui serrait la gorge. Bien, ai-je chuchoté. Garde tes forces pour faire tes valises. Tu en auras besoin. 12 heures restantes. 16 heures. James a passé plusieurs heures dans la chambre d'amis, peut-être en pleurs, peut-être sous le choc. Je m'en fichais. J'étais occupé à recevoir des visiteurs. Une berline de luxe noire s'est garée devant l'immeuble. Mon avocat, M. Sterling, en est sorti avec une femme d'âge mûr à l'allure soignée, la notaire de notre famille, Madame Robles, et 2 hommes costauds en costume noir, mon équipe de sécurité personnelle. James est descendu quand il a entendu le bruit. Ses yeux étaient gonflés. Il a vu le groupe entrer dans le salon.
Quoi encore, a demandé James d'une voix faible. Une dernière formalité, Monsieur Harrison, a dit Monsieur Sterling, poli mais ferme, en ouvrant sa mallette sur la table. Par ordre de la directrice Davenport, nous sommes venus lire l'état des lieux et vous signifier officiellement l'ordre d'expulsion de la propriété. James s'est assis sur une chaise dans le coin. Il avait l'air petit devant ses professionnels du droit. Madame Robles a ouvert un grand document avec une couverture verte. Propriété à Park Avenue, New York. Numéro de registre 1024. Propriétaire, Catherine Davenport. Acquise par legs en 2015. Bien hérité, sans litige ni charge enregistrée. Madame Robles a regardé James par-dessus ses lunettes. Monsieur Harrison, légalement vous n'avez aucun droit de résider ici une seule journée sans l'autorisation du propriétaire. Votre séjour ici était basé uniquement sur l'autorisation verbale de votre femme, et aujourd'hui cette autorisation a été révoquée par écrit. Monsieur Sterling lui a tendu un papier. Voici l'ordre. Vous avez jusqu'à demain à 9 heures, exactement 48 heures après l'ultimatum verbal que vous avez vous-même présenté. Si vous dépassez ce délai, nous déposerons une plainte pour violation de domicile auprès du NIPD. La police est déjà prévenue. James a regardé le papier. Sa main n'a pas bougé pour le prendre. Pourquoi? La voix de James était un murmure brisé. Pourquoi es-tu si cruelle, Catherine? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me détruises si complètement? Cette question a fait taire la pièce. M. Sterling et Madame Robles ont baissé la tête un instant pour nous laisser un espace privé. J'ai regardé James avec des yeux inexpressifs. Il ne restait plus de haine, seulement un vide. Tu demandes pourquoi? Ma voix était calme. James, je t'ai donné le monde. Je t'ai donné l'amour, le soutien, le capital et la dignité. J'ai caché tes défauts à ma famille. Je t'ai défendu quand mes parents disaient que tu n'en valais pas la peine. J'ai pris une profonde inspiration. Et en retour, non seulement tu m'as trahi, mais tu m'as humilié dans ma propre maison. Tu as amené une autre femme dans mon lit. Tu as essayé de me mettre dehors de la maison dont j'ai hérité de ma grand-mère. Tu ne m'as pas seulement brisé le cœur, James. Tu as essayé de piétiner ma fierté. Je me suis redressé. Je ne suis pas cruel. Je suis juste un miroir. Je reflète ce que tu m'as fait. Tu as jeté une pierre, je te rends une montagne. James a profondément baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Il pleurait des larmes de regret non, plus probablement des larmes d'apitoiement sur soi. Signé l'accusé de réception de cet ordre, Monsieur Harrison, a ordonné Monsieur Sterling, rompant le moment émotionnel. C'est pour s'assurer que l'expulsion se déroule sans accroc de main. D'une main tremblante, James a signé le papier. Son trait d'encre était faible et désordonné. C'était la signature de sa défaite. Monsieur Sterling et Madame Robles ont rassemblé leurs documents. Nous reviendrons demain à 9 heures avec la police, directrice, pour s'assurer que l'expulsion soit effectuée en toute sécurité. Merci, Monsieur Sterling, Madame Robles, ai-je dit. Ils sont partis, laissant James toujours sanglotant doucement dans un coin. Dehors, le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres sombres à l'intérieur de la maison. La dernière nuit de James dans le palais qu'il prétendait autrefois être le sien approchait, et demain il redeviendrait poussière. 11 heures restantes. 21 heures. La dernière nuit de James dans la maison tomba lourdement, comme si le plafond lui-même lui écrasait les épaules. L'électricité au rez-de-chaussée, où se trouvait la chambre d'amis, était toujours complètement coupée. Catherine ne l'avait pas remise. L'obscurité était absolue, seulement rompue par la faible lueur de la lune filtrant à travers les grandes fenêtres sans rideaux. James était recroquevillé sur le luxueux canapé du salon. Son estomac gargouillait bruyamment. Il n'avait rien mangé depuis le bœuf Wellington de la veille. La faim était réelle, vive et humiliante. Il essaya de dormir, mais son cerveau et son estomac conspiraient pour le garder éveillé. De l'étage, une lumière chaude se déversait dans l'escalier. Un léger parfum de thé au jasmin et de savon de bain de luxe flottait dans l'air. C'était le monde de Catherine, un monde lumineux, chaud et confortable, un monde que James venait de rejeter. Et maintenant, les portes de ce château lui étaient fermement fermées. James n'en pouvait plus. La faim et la soif ont vaincu sa fierté. En titubant, il monta l'escalier vers la source de lumière. Il trouva Catherine sur le balcon du 2e étage, assise confortablement dans un fauteuil à bascule en rotin,
lisant un épais livre relié en cuir. Une petite lampe de lecture éclairait son visage serein. Sur la petite table à côté d'elle se trouvait une assiette de fruits fraîchement coupés et une bouteille d'eau minérale froide et embuée. James déglutit. Sa gorge était sèche. Catherine. Sa voix sortit brisée. Catherine ne tourna pas la tête. Elle tourna une page du livre avec un son sec. Tu envahis mon espace, James. Le deuxième étage est interdit. J'ai faim, Catherine. J'ai soif, plaida James, s'abaissant au plus bas. S'il te plaît, juste un peu d'eau. Catherine ferma enfin le livre lentement. Elle regarda James. L'homme était complètement brisé, yeux enfoncés, lèvres gercées, chemise froissée qui sentait la sueur. Il ne restait rien de l'arrogant PDG qui criait hier. Il y a de l'eau du robinet dans la cuisine. L'approvisionnement en eau courante fonctionne toujours. Elle ne sera pas aussi froide que cette eau minérale, mais ce sera suffisant pour survivre, répondit sèchement Catherine. De l'eau du robinet. James la regarda avec incrédulité. Pendant leurs 5 années de mariage, il n'avait bu que de l'eau minérale importée, ou du moins de marque. Tu dis à ton mari de boire de l'eau du robinet. Ex-mari, rectifia Catherine. Et d'ailleurs, les mendiants ne peuvent pas choisir. James, avant de m'épouser, tu buvais de l'eau bouillie dans ton petit appartement d'étudiant, n'est-ce pas? Vois cela comme un voyage dans le passé. James s'agenouilla. Pas pour un effet dramatique, mais parce que ses jambes ont vraiment lâché. Il rampa jusqu'aux pieds de Catherine, essayant de lui prendre la main. Catherine, je suis désolé, sanglota Théil. J'ai été un idiot. J'étais fou. C'était Amber. Elle m'a manipulé. C'est une mauvaise femme. Je le réalise maintenant. Mon seul amour, c'est toi, Catherine. Catherine retira son pied comme si elle évitait quelque chose de sale. Elle regarda James avec le regard d'un chercheur observant un spécimen dégoûtant sous un microscope. N'utilise pas le mot amour, James. Tu insultes mon intelligence, dit froidement Catherine. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais le confort que je te procurais. Et tu ne détestes pas Amber parce qu'elle est mauvaise. Tu la détestes parce qu'elle t'a quitté quand tu n'as plus eu d'argent. Si je te donnais 500 000 $ maintenant, tu courrais la retrouver. James secoua la tête avec véhémence. Ses larmes de crocodile éclaboussèrent. Non, Catherine. Non. Je réalise que tu es la meilleure épouse. Donne-moi une seconde chance. Nous pouvons recommencer. Je promets d'être un mari obéissant. Je ferai n'importe quoi. Ne me mets pas dehors. Je n'ai personne. Catherine ramassa la bouteille d'eau sur la table. James la regarda avec des yeux pleins d'espoir. Lentement, Catherine versa le contenu de la bouteille dans un pot de fleurs à proximité. L'eau claire s'enfonça dans la terre sèche. Tu vois ce pot de fleurs, James? Demanda doucement Catherine. Il s'est flétri parce que j'ai oublié de l'arroser pendant une semaine, mais dès que je l'arrose, il revit. Ses racines sont encore fortes. Catherine regarda James droit dans les yeux. Mais notre mariage n'est pas un pot de fleurs flétries. Notre mariage est un arbre que tu as abattu, brûlé et sur les cendres duquel tu as uriné. Rien ne pourra plus jamais y pousser. Va boire de l'eau du robinet et dors. Ton temps est compté. Catherine rouvrit son livre, ignorant les sanglots de James qui résonnaient dans le couloir luxueux. Pour Catherine, ses pleurs n'étaient pas un signe de remords, mais le son d'un ego à l'agonie. 6 heures restantes. 2 heures James ne pouvait pas dormir. Après avoir bu de l'eau tiède au goût de chlore au robinet de la cuisine sombre, il essaya de trouver une autre issue. Il avait besoin d'un allié, il avait besoin d'aide. Il se souvint que dans le tiroir du bureau du salon, que Catherine avait mis sens dessus-dessous lors de l'audit d'hier, se trouvait son vieil annuaire téléphonique physique. Avant que tout ne soit stocké numériquement sur son téléphone portable désormais inutile, il y avait les numéros importants de ses vieux amis, de ses colocataires d'université et de ses premiers partenaires commerciaux. À l'aide de la lumière de la lune, James trouva l'annuaire. Il prit le seul moyen de communication fonctionnel, le téléphone fixe, dans un coin, s'assit par terre et commença à composer un numéro. Premier appel, à son colocataire d'université, Sergio, maintenant directeur de banque. Allô, qui est-ce? À 2 heures du matin, la voix de Sergio paraissait endormie et irritée. Sergio, c'est James.
James Harrison. Il y eut un bref silence. James, tu es fou? Appelé à cette heure-ci. Qu'est-ce qui se passe, Sergio? J'ai besoin d'aide. J'ai un petit problème de liquidité. J'ai besoin d'un prêt en espèces. Je te rembourserai le double la semaine prochaine dès que mes avoirs seront débloqués. Il y eut un long soupir à l'autre bout. James, tu n'as pas encore vu les nouvelles? Quelles nouvelles? Le chat de groupe des anciens élèves est en feu. Hier soir à 21h, Davenport Holdings a publié un communiqué de presse officiel. Le PDG d'Innovat a été licencié pour un scandale de détournement de fonds et de violation de l'éthique. Ta photo était partout. C'est déjà répandu sur LinkedIn. James sentit son sang se glacer. Catherine ne plaisantait pas. Elle assassinait systématiquement sa réputation. Je suis désolé, James. Je travaille dans une banque. Je ne peux pas être associé à quelqu'un qui est sur la liste noire de la Réserve fédérale. N'appelle plus. Clic et la communication fut coupée. James tremblait. Il composa un deuxième numéro, un partenaire d'affaires, Ivan, avec qui il faisait la fête autrefois. Le numéro n'existait plus. Troisième numéro, sa mère dans la petite ville. James hésita. Il n'était pas rentré chez lui depuis 3 ans. Il avait l'habitude d'avoir honte. Il avait promis de revenir au volant d'une voiture de luxe et de s'occuper de ses parents. Maintenant, il devait appeler pour demander un endroit où dormir. Mais il n'avait pas d'autre choix. Il composa le numéro de la maison de ses parents. Seule la tonalité retentit sans réponse. C'était logique, les vieilles personnes à la campagne se couchent tôt. James raccrocha le récepteur. Il sentait le monde se rétrécir autour de lui. Catherine ne lui avait pas seulement pris son argent, elle lui avait pris son nom. Dans le monde des affaires, la réputation est une monnaie. Sans elle, James n'était qu'un homme d'âge mûr sans compétences particulières et avec un casier judiciaire. Qui voudrait embaucher un ancien PDG licencié pour avoir volé l'argent de sa femme? Soudain, le téléphone sonna. James sursauta. Qui appellerait à cette heure-ci? Amber? Avait-elle changé d'avis? D'une main tremblante, James décrocha le récepteur. Allô? Bonjour, monsieur Harrison. C'était la voix de l'avocat de Catherine, monsieur Sterling. Sa voix était fraîche et professionnelle, comme s'il n'avait pas besoin de dormir. Qu'est-ce que vous voulez, siffla James. Juste pour vous rappeler, monsieur Harrison. 9h est l'échéance finale. À 9h10, un camion poubelle arrivera. Nous vous recommandons d'être devant le portail avant cela. Nous ne sommes pas responsables si vous êtes ramassé avec les déchets organiques. Vous êtes des démons, chuchota James. Nous ne faisons qu'appliquer la loi, monsieur Harrison, et c'est vous qui avez commencé le jeu. Passez un bon moment à faire vos valises. Le téléphone raccrocha. James fracassa le récepteur contre la base jusqu'à ce qu'il se fissure. Il cria dans l'obscurité, un cri de frustration que personne n'entendit, sauf les murs silencieux de la maison qui ne serait bientôt plus la sienne. 2 heures restantes. 6 heures le soleil se leva. Sa belle lumière dorée semblait être une moquerie pour James. Catherine descendit de l'étage. Elle était impeccablement vêtue d'un tailleur-pantalon de couleur ivoire qui dégageait une aura d'autorité et de pureté. Ses cheveux étaient relevés en un chignon moderne et son visage était frais. Elle ne ressemblait pas à une femme qui venait de divorcer de son mari, mais à une femme prête à présider une réunion de conseil d'administration. Dans sa main, elle portait un rouleau de plastique noir. Elle le jeta sur James, qui était assis, hagard, sur le canapé. Le rouleau atterrit sur ses genoux. « Qu'est-ce que c'est » demanda James, stupéfait. « Tes nouveaux bagages » répondit Catherine en se dirigeant vers la cuisine pour se faire un café. Les valises Louis Vuitton et Rimowa dans le débarras ont été achetées avec la carte de la société, elles sont donc enregistrées comme des actifs de la société. Tu n'as pas le droit de les prendre. James regarda le rouleau de grands sacs poubelles sur ses genoux. C'était l'humiliation finale. Catherine lui disait de mettre sa vie dans un sac poubelle. Tu es vraiment cruelle, Catherine. Dépêche-toi, James. Le temps presse. Catherine ne se retourna pas, ne prends que tes vêtements. Laisse les costumes chers, je les ai achetés avec mon argent. Prends tes t-shirts, tes jeans et tes sous-vêtements. C'est la seule chose qui soit purement à toi. Avec une frustration indescriptible,
James traîna les pieds jusqu'à la chambre d'amis. Il ouvrit le placard. Là pendaient des costumes Armani et Hugo Boss, et des chemises en soie. Il les toucha une dernière fois. Suivant les instructions et craignant la menace de la prison, James ne prit que ses vieux vêtements, des t-shirts délavés, des jeans qui étaient maintenant un peu trop serrés et un vieux sweat à capuche qu'il portait quand il commençait tout juste son entreprise. Il fourra tout dans le sac poubelle noir. Le froissement du plastique résonnait incroyablement fort à ses oreilles. Quand il eut fini ses bagages, il se regarda dans le miroir. Il vit celui qu'il était il y a 5 ans, un homme pauvre avec de grands rêves, mais maintenant sans rêve. Il était de retour à la case départ. Il traîna le sac poubelle jusqu'au salon. Catherine savourait son café matinal comme si de rien n'était. « Ta montre » dit soudain Catherine, désignant le poignet de James. James regarda la montre Patek Philippe qu'il portait. C'était le seul objet de luxe qu'il avait réussi à cacher et qui n'avait pas été confisqué hier. « C'est un cadeau d'anniversaire. Elle est à moi. »« Regarde le dos » dit Catherine nonchalamment. James enleva la montre et la retourna. Il vit une petite gravure sur le boîtier arrière, mais quelque chose était étrange. Elle semblait un peu plus légère, et la trotteuse avançait par saccades. Ce n'était pas le mouvement fluide et continu caractéristique d'une montre mécanique de luxe. « C'est une réplique, James », expliqua Catherine en souriant d'un air amusé. « J'ai transféré l'original dans le coffre de la banque il y a 2 jours quand tu étais ivre. Je l'ai échangé pendant que tu dormais. Tu n'as même pas remarqué la différence, n'est-ce pas? Cela prouve que tu ne te souciais que du prix, pas de la valeur. » James regarda la montre dans sa main avec horreur. Comme sa vie, même sa montre était fausse. Il la jeta au sol, brisant le verre. « Garde-la. Garde tout. »« Satisfaite ?» ?»« Immensément, » répondit Catherine en prenant une gorgée de café. « Sors et attends. Il te reste 15 minutes. » La maison était silencieuse. Un silence différent de celui d'hier. Hier, c'était un silence de tension, aujourd'hui, c'était un silence de paix. Catherine s'appuya contre la porte qu'elle venait de fermer. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et expira lentement. Elle se sentait légère. Le fardeau de faire semblant d'être une imbécile pendant 5 ans pour le bien de l'ego de son mari, le fardeau d'endurer le déchirement de voir son infidélité, tout avait disparu. « Est-ce que c'est fini, madame ?» demanda madame Gable, sortant de la cuisine avec un verre d'eau chaude citronnée. Catherine ouvrit les yeux et accepta le verre. « Oui, c'est fini, madame Gable. La maison est à nouveau propre. »« Dieu merci », sourit madame Gable. Son expression était celle d'un grand soulagement. « J'ai jeté toute la literie que cette fille a utilisée. Je l'ai brûlée dans l'arrière-cour. Ça me rendait trop malade de la laver, madame. » Catherine rit un rire libre et frais. « Merci, madame Gable. Vous savez toujours ce que je pense. » Catherine retourna au salon. Elle regarda autour d'elle. Certes, beaucoup de choses avaient disparu. Les peintures originales étaient en sécurité. Les bijoux étaient à la banque. La maison semblait un peu vide, mais ce vide était une toile pour sa nouvelle vie. Son téléphone sonna. Cette fois, son téléphone personnel. Le nom, papa, apparut sur l'écran. Catherine répondit, « Salut, papa. »« Catherine, j'ai appris la nouvelle. J'ai reçu le rapport complet de l'avocat. Tout a été bien géré. Est-ce que tu vas bien ?» La voix de son père paraissait inquiète, mais il y avait aussi une pointe de fierté. « Je vais bien, papa. »« Très bien, » répondit Catherine. « Excellent. Bien joué. Je suis fier que tu aies enfin agi de manière décisive. Ce parasite avait besoin d'une leçon. Oh, et le conseil d'administration a approuvé ta proposition. Innovat, qui s'appellera désormais EANT, a déjà un nouveau PDG, un professionnel de Harvard, pas un escroc. Es-tu prête à commencer à travailler comme conseillère principale lundi prochain? Catherine sourit. Elle vit son reflet dans le grand miroir du hall d'entrée. Elle vit une femme forte, une femme qui n'avait pas besoin de l'approbation d'un homme qui n'était pas son égal. Je suis prête, papa. Lundi prochain, commençons une nouvelle ère. Catherine raccrocha le téléphone, se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la rue et regarda furtivement derrière le rideau. Le trottoir à l'extérieur était déjà vide. James était parti.
Sa trace avait disparu dans l'agitation cruelle de New York. Il n'était que le passé, une statistique de divorce, une petite note de bas de page dans l'autobiographie du succès de Catherine. Catherine se retourna et regarda le magnifique salon. 48 heures, murmura-t-elle pour elle-même. Elle avait donné 48 heures à James pour partir, mais en réalité, ces 48 heures étaient un cadeau. Catherine s'était donné le temps de pardonner la folie de son passé, de se relever et de réclamer sa couronne. Et maintenant, la reine était de retour sur son trône. Catherine posa le verre et monta l'escalier vers la chambre principale, sa propre chambre. Elle avait de grands projets, un nouveau décor, une nouvelle entreprise et une vie entièrement la sienne.